Cette rivière, c'est la Claise. Elle suit son cours dans la vallée des Cruzières, dans le sud de l'Ardèche. À un moment donné, elle va brusquement disparaître à la Goule de Sauvas, capturée par un grand porche où elle va s'enfoncer dans les ténèbres souterraines. Durant l'été 1982, c'est aussi par ce porche que Jean-Marie Chauvet et Bernard Legrand, deux plongeurs du groupe spéléologique d'Evance, après avoir franchi 2 siphons, ont découvert une rivière souterraine inconnue jusque-là, une première de 2,5 km. Nous n'imaginions pas alors que cette découverte allait nous offrir une aventure qui allait durer 3 ans. La rivière souterraine que nous avons découverte va s'appeler la rivière des Condamines, du nom de la plaine sous laquelle elle circule. C'est un affluent souterrain de la Claise. Nos plongeurs ont pu y accéder par la Goule de Sauvas que nous avons vue précédemment. La Goule de Sauvas avait déjà été explorée et topographiée par le GRPS, une autre équipe de spéléoplongeurs depuis plusieurs années déjà. La galerie des Condamines, représentée en jaune, était passée inaperçue jusqu'à ce jour de l'été 1982, où elle fut découverte par le groupe spéléologique d'Evance. La distance couverte depuis la Goule de Sauvas au cours de cette exploration de juillet 82 a été de 2800 mètres, dont 1800 mètres de première. Terminus provisoire sur un 3e siphon qui restait encore à plonger. Une topographie avait été réalisée au cours de cette séance. 14 heures avaient été nécessaires avant que les 2 plongeurs ne revoient le jour par le porche d'entrée. 5 km 800 aller et retour, plus 2 siphons à passer dans les 2 sens. Pour la suite de l'explo, avec la plongée du siphon 3 au programme, il fallait trouver une solution. Le transport du matériel sur cette distance, par des galeries pas faciles, allait exiger du renfort. Davantage de plongeurs? Déjà il fallait les trouver, mais en plus cela impliquait autant de matériel de plongée à transporter que de plongeurs. Et puis, trop de monde dans les siphons, ça se complique vite. Ce n'était pas la solution. Pour les spéléos non plongeurs de l'équipe, nous étions tous volontaires bien sûr, mais nous étions bêtement arrêtés à 350 mètres de l'entrée du réseau par le premier siphon. C'était très frustrant. Mais voilà qu'une solution inattendue s'est présentée d'elle-même. Dans le début des années 80, l'adduction en eau potable de Saint-Paul-le-Jeune, la commune où circule la rivière des Condamines, était devenue insuffisante pour sa population. Notre découverte intéressait fortement la municipalité. Un contact s'est alors établi entre la mairie de Saint-Paul et notre équipe, une collaboration qui s'annonçait bénéfique. La mairie était prête à financer des travaux pour faciliter la suite de notre exploration. À nous de rechercher comment serait possible un pompage dans le réseau. Ce que je sais des années 80, c'est qu'il y avait pour la commune un enjeu fondamental de retrouver d'autres ressources pour l'eau potable de la commune et des relations très importantes avec un spéléo qui était élu au conseil municipal, notamment M. Marty, puis aussi des découvertes très intéressantes de la part de M. Chauvet ont permis d'élaborer des hypothèses sur une nouvelle adduction de l'eau potable sur Saint-Paul-le-Jeune. Alors à la découverte de cette rivière souterraine des Condamines, la commune s'est posé des questions, notamment sur sa potabilité. Donc il était important qu'on s'assure de sa potabilité, de sa qualité, pour être distribué dans les réseaux d'eau potable de la commune, de sa pérennité dans le temps. Et puis il y avait quand même des enjeux, notamment sur la traversée de la départementale, avec un risque de pollution peut-être avéré. Donc à partir de là, une étude hydrogéologique a été menée pour savoir si cette rivière des Condamines remplissait les conditions pour être une ressource d'eau potable pour la commune.
Donc cette ressource en eau devait être étudiée de plus près et c'est là qu'intervient le groupe Spéléo des Vences avec ses compétences, car pour aller dans cette rivière souterraine, la commune n'avait pas les moyens nécessaires pour s'y rendre. 3 siphons découverts par les Spéléo, mais des distances importantes à franchir pour se rendre de l'entrée de la Goule de Sauvas et pour tenter de traverser sous la départementale et se rendre dans la plaine des Champs. Il a été décidé de percer ce qu'on appelle la doline marron. Une doline, c'est une dépression naturelle dans le sol et qui nous rapproche de la cavité souterraine, donc on peut penser que l'épaisseur est moins importante. Donc, grand enjeu, c'est de forer au niveau de la doline marron pour n'avoir plus qu'un seul siphon à franchir pour se retrouver de l'autre côté de la départementale. Pour effectuer les travaux de la doline marron, qui étaient des travaux assez importants, il était nécessaire d'avoir un prélèvement en aval du siphon numéro 3. 2 plongeurs ont donc retraversé à nouveau les 2 siphons et remonté la rivière jusqu'à un endroit propice pour ce prélèvement. Cette expédition-là nous a valu de passer 2 siphons, un premier qui était pas très long mais qui devait faire 45 mètres et un second plus court mais très étroit. Très étroit, très boueux, avec aucune visibilité. Et après, toute la galerie derrière à franchir pour arriver jusqu'au S3 où on a fait le prélèvement. Mais pour aller faire le prélèvement, on a dû parcourir à peu près 1,5 km. 1,5 km avec un flacon en verre. Il avait fallu bien protéger pour ne pas le casser à l'aller, ni au retour. Donc le flacon a été rempli comme il avait été préconisé, sans polluer l'eau de la rivière. On l'a bien ramené sain et sauf, mais petite avarie, il a été cassé dans le laboratoire. Donc impossible d'avoir des échantillons. Il a fallu reprogrammer ça, retourner. Ce coup-ci avec un flacon en plastique pour ne pas le casser. 15 jours après, on était de retour à l'entrée. Ouais. Et cette fois-là, ça a marché. Ouais. On a eu des résultats positifs. Le 7 mars 1984, les résultats de l'analyse reviennent enfin du laboratoire. L'eau est conforme à la qualité imposée par les normes d'une adduction d'eau potable. Les plongeurs avaient profité de cette opération de prélèvement pour repérer au passage l'endroit idéal où un percement pourrait déboucher depuis la surface à l'intérieur de la galerie. Une grande salle à la voûte élevée semblait idéale. Le percement était décidé. Mais il faut tout d'abord repérer depuis la surface l'emplacement de la salle où devra déboucher le percement. Les plongeurs retournent à la salle repérée précédemment avec une sorte d'émetteur, un appareil appelé baromagnétique, tandis que le reste de l'équipe, avec le récepteur correspondant, cherche au milieu des broussailles à localiser le signal envoyé par les plongeurs. Après quelques heures de recherche, le contact est établi. On sait non seulement où le percement devra avoir lieu, mais aussi à quelle profondeur se situe la salle, 17 mètres sous nos pieds. Le maire nous rejoint à l'emplacement du futur percement. C'est entendu, les travaux peuvent commencer. Monsieur Boyer, avec son entreprise de travaux publics, est commandité pour ce travail. Il va déplacer un important matériel, pelleteuse, bulldozer, compresseur, pour attaquer le percement au lieu-dit la Doline Marron. Le 22 mars 1984, les travaux commencent. Après avoir extrait un très important volume de terre végétale, c'est souvent le cas dans une doline, la couche rocheuse est enfin atteinte. On doit être proche de la voûte de la salle. Le puits est percé, mais pas question d'y descendre tout de suite. Il faut déjà sécuriser le percement. Une première buse va être scellée dans du béton au fond de cet entonnoir. Une fois que le béton sera consolidé, d'autres buses viendront s'empiler sur la première jusqu'à la surface du sol. Et nous voilà avec un joli puits tout neuf de 17 mètres, équipé d'échelons. Ensuite, la terre sera rapportée autour de ce puits
Voilà où en seront les choses une fois les travaux terminés. À partir de là, les choses vont changer pour les nombreuses incursions que nous aurons à mener pour poursuivre notre exploration. Plus besoin de franchir les 2 siphons, un raccourci d'1,5 km et l'appui de nos spéléos non plongeurs sur la totalité du réseau. Mais nous étions tous très impatients. À peine la première buse scellée tout au fond du trou, nous ne pouvions plus attendre. Nous nous sommes alors tous engouffrés dans le puits. Pour la première fois, toute l'équipe au complet, reconstituée, plongeurs et non plongeurs, nous nous retrouvions tous ensemble pour la suite de l'exploration. Bien chargés de matériel, nous voilà partis dans la rivière, dans l'eau glaciale, pendant 1,3 km à trimballer de la ferraille dans une joie toute juvénile. Et oui, nous sommes comme ça. Bref, c'était la fête. Plus nous avançons et plus nous sommes dans le brouillard. Ce brouillard, c'est le nôtre, celui de notre propre respiration. Le but aujourd'hui, c'est ce lointain siphon 3 qui n'a jamais été franchi à ce jour. C'est une étape importante. Nous espérons ainsi passer au-delà de la route d'Alès, la D904, condition incontournable pour envisager un forage d'eau potable et s'affranchir des risques de pollution. Le siphon 3, nous y voilà. Nous sommes toujours rigolards, mais l'instant a quand même un côté solennel. Derrière ce siphon, c'est l'inconnu. Pas seulement pour nous, mais l'inconnu tout court. Personne n'a jamais vu la suite. Jean-Marie va plonger, seul. Il prépare son matériel. Il emporte avec lui le nécessaire pour effectuer une topographie, même sommaire, qui permettra de savoir dans quelle direction se poursuit l'amont de la rivière, son origine, et aussi si cette maudite route 904 est enfin franchie. On ne rigole plus. Jean-Marie va disparaître dans la solitude du siphon. La suite de l'histoire lui appartient. 40 ans plus tard, Jean-Marie Chauvet nous raconte son exploration en première derrière le siphon 3. Je franchis le siphon. Et arrivé donc derrière le siphon, je retrouve ma rivière souterraine. Bon, le but de franchir ce siphon, c'est avant tout d'essayer de dépasser la départementale 904, qui était un peu la bête noire parce que pour un problème de pollution. C'est pour ça que je commence de suite, que j'ai franchi le siphon de 40 mètres à moins 9. Je commence la topographie tout de suite. Et d'après ma topographie, en plus, je pense que là, j'avais fait déjà plus de 200 mètres, donc j'avais franchi déjà la route. Je me suis arrêté en ressaut où une escalade était devant moi, donc le ressaut, je ne l'ai pas franchi, et j'ai préféré essayer de monter dans la galerie supérieure. Et au bout de l'escalade, qui fait à peu près entre 20 et 25 mètres, et j'arrive devant un énorme volume. Cette salle, pour moi, a été primordiale parce que déjà, je remontais de 25 mètres pratiquement par rapport à la rivière, et la salle était très haute. Donc je me suis dit, voilà, pour nous, ça va être déjà un bon point pour peut-être un futur forage. Quand j'ai redescendu l'escalade, voilà, et je suis retourné à la rivière, et devant moi, elle continuait, donc c'était pour nous un bon point. En ce qui concerne mon exploration là, le temps passe très vite, et toute l'équipe qui m'attend de l'autre côté du siphon languit des résultats, et en plus ils ont fait quand même un portage de 1,3 km. Pas facile, et dans l'eau et dans des conditions, donc ils sont mouillés, et il faut revenir pour leur bien-être aussi. Pour le retour, c'est eux qui vont reporter mon matériel, parce que moi, déjà derrière, j'ai topographié 200 mètres, exploré un peu, et puis derrière, il y a toute une exploration, et toute l'équipe qui va pouvoir après, dans le futur, on va refaire des explorations ensemble.
Et puis en plus, avec l'idée que ça continue. Suite à la plongée du 14 avril dans le siphon 3, effectuée en première, nouvelle incursion derrière le S3. Cette fois, on sait où on va. Une topographie ultra précise va être réalisée de cette partie de la rivière. En remontant davantage vers l'amont, on découvre un 4e siphon. Celui-ci semble impossible à plonger, la rivière arrivant comme à travers un banc de sable. Ça sonne la fin de l'exploration. L'eau du siphon 4 est limpide, abondante. Cette eau qui va tout changer. Elle a toujours été là, cachée au fond de sa grotte, à 3,5 km de l'entrée de la caverne. Ce 4e siphon serait parfait pour mettre en place le pompage proprement dit. De plus, la grande salle est très proche de ce 4e siphon. On imagine très bien le forage débouchant au plafond de la salle et des tuyaux allant jusqu'au siphon 4 qui se trouve dans un étage inférieur. C'est là que les pompes seraient installées. C'est la configuration idéale. Un compte-rendu de la disposition des lieux dans la caverne est présenté au cours d'une réunion du conseil municipal de Saint-Paul. Le maire met en route toutes les démarches pour présenter le projet aux institutions officielles. Enquête d'utilité publique, études hydrogéologiques, demande de subventions pour financer des travaux qui dépassent largement les capacités financières de la commune. De leur côté, les Spéléo effectuent un report extérieur de la topographie afin de déterminer où sera effectué le forage depuis la surface. Nous y sommes, c'est ici. La société de forage FTI installe ses machines. Été 1985. Au point déterminé par la topographie, le percement d'un forage de reconnaissance d'un diamètre de 16 cm commence. Au bout de 26 mètres, le trépan arrive dans le vide. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est trop court. On attendait 35 mètres pour déboucher au plafond de la salle. Il faut aller vérifier. Suite au premier forage, il a fallu aller repérer si on pouvait détecter ce forage depuis la salle, la grande salle. Et effectivement, il avait été envoyé un buzzer pour qu'on puisse entendre le signal sonore que l'on n'a jamais entendu. Et à ce moment-là, c'était le matériel qui semblait le plus adéquat pour ce genre d'investigation. Malheureusement, vu le décalage qu'il y avait en dessus, on n'était pas au courant, on n'a jamais rien entendu. Oui, nous avons de toute façon bien crapahuté dans toute la salle pour voir si le son n'était pas dans un coin ou qu'on avait des difficultés à l'entendre, mais après avoir fait tout le tour, c'était pas possible, on n'entendait rien du tout. Donc un peu déçu, et après avoir passé le temps imparti dans la salle pour essayer de repérer le son, obligé de faire demi-tour. Les 400 mètres de galerie, le siphon, et puis de nouveau, comme il y avait... 200 mètres derrière siphon S3, et retour, en repartant avec la mauvaise nouvelle comme quoi on n'avait rien entendu dans la salle. Mais Jean-Marie ne se décourage pas, il est sûr de sa topo. Il s'agit de trouver d'où vient le problème. On se souvient que le relevé topo des Condamines avait été réalisé à partir d'une topographie déjà existante. Sans que cette première topographie soit fausse pour autant, il y a peut-être un problème au niveau du raccordement entre les deux topos. Jean-Marie, en faisant son raccordement, découvre une erreur de 30 mètres plus au nord, à la Doline Marron. Eureka! Il suffit de déplacer la topo de 30 mètres vers le sud et espérer. Avant de retenter un nouveau percement, nous allons devoir vérifier la position de la salle. Par chance, quelques mois plus tôt, un matériel high-tech venait d'arriver sur le marché. Un système de détection permettant de localiser une victime enfouie sous une avalanche. Mais la roche n'est pas la neige. De toute façon, il fallait essayer.
Équipés de cet appareil, les plongeurs repartent, une fois de plus, retraversés du siphon 3. On ne compte plus le nombre d'allers et retours qu'ils ont dû effectuer par ce parcours souterrain. Ils pourraient presque y aller sans lumière. Enfin, façon de parler, bien sûr. Mais oui, l'Arvar, c'est un outil qui a été fait théoriquement pour sauver les skieurs ou les montagnards qui sont coincés sous la neige. Et finalement, on s'est aperçu qu'il y avait une utilisation autre possible. Oui, c'était un matériel test de toute façon. Il fallait utiliser quelque chose pour essayer de repérer le signal depuis la surface, afin de voir si ça fonctionnait réellement. Et donc là, c'est pareil. Expédition avec passage du S3, ascension derrière le S3 et aller positionner le larva à l'endroit où la voûte était la plus haute dans la salle et le laisser en émission pendant 30 minutes comme il avait été convenu avec l'équipe de surface. Et là, au bout de 30 minutes, retour. On ressort par la doline marron, par le puits artificiel. Et là, couronnement de succès, puisque l'équipe de surface avait bien capté le signal de larva. On s'interrogeait sur le bon fonctionnement, mais il fallait bien essayer pour savoir. Oui, de toute façon, il fallait tenter quelque chose. Il fallait essayer toutes les technologies qui étaient à notre disposition à ce moment-là pour pouvoir faire un repérage. Et si larva n'avait pas fonctionné, il aurait fallu trouver autre chose. De plus, tous les espoirs de la mairie étaient sur nos épaules, puisque eux comptaient beaucoup là-dessus pour qu'on puisse faire ce forage. Donc il était hors de question de renoncer, il fallait à tout prix aboutir pour arriver au résultat que l'on avait envisagé dès le départ, à savoir faire un forage pour pouvoir capter l'eau à cet endroit-là. Le repérage avec larva a été d'une étonnante précision. Les foreurs déplacent leurs machines. Ils effectuent tout d'abord un deuxième forage de 16 cm. Celui-ci arrive dans le vide au bout de 35 mètres. Il débouche, comme prévu, au plafond de la salle. Cette fois, nous y sommes. Champagne! Avec un cheminement souterrain de 3,5 km depuis la goule de Sauvas, le franchissement de 3 siphons et presque 3 ans de recherche, cette liaison improbable vient d'être enfin réalisée. 1986. Le forage définitif d'un puits de grand diamètre commence. L'entreprise FTI et la société Valette sont sur les lieux pour réaliser ce forage assez exceptionnel dans sa mise en œuvre. D'abord, il y a le trou qui a été percé en juillet 85 et qui arrive dans la salle. 12 trous vont être forés, alignés sur 2 cercles concentriques. Les trous centraux vont être chargés en explosifs. Après le tir de l'explosif, on obtient un vide d'un assez grand diamètre. Ensuite, on charge les trous restants en explosifs à leur tour. Au final, c'est un puits de 1,10 m de diamètre qui arrive dans la salle. À chaque tir, la roche brisée bascule dans le vide et tombe dans la caverne 45 mètres plus bas. Ce sera au total environ 50 mètres cubes de roche. Un tube en acier de 90 cm de diamètre sera ensuite introduit par ce vide jusqu'au plancher de la salle. Un travail de titan, quand on pense que ce tube pèse entre 7 et 8 tonnes. Ce sera la tâche la plus pénible et la plus dangereuse pour les ouvriers des deux entreprises. Une fois le tube d'acier presque positionné, les ouvriers vont descendre par le tube dans la caverne pour la première fois afin de couler une dalle sur laquelle le tube s'appuie aujourd'hui. Du béton sera ensuite coulé sur toute la hauteur entre le forage brut et le tube pour en consolider l'installation définitivement. Le but d'un forage de très grand diamètre
En plus de permettre d'y descendre une pompe et une canalisation, comme pour un forage pour les particuliers, c'est aussi de fournir un accès à des personnes non spéléos, techniciens, employés communaux, pour des réparations, de la maintenance, du désensablage. Une échelle fixe de 43 mètres, la hauteur d'un immeuble de 15 étages, est installée dans le tube pour simplifier l'accès. 2 pompes seront immergées dans le siphon 4. Un raccordement électrique sera déployé jusqu'aux pompes et des canalisations remonteront l'eau du siphon 4 vers Saint-Paul-le-Jeune. Mais il restera encore beaucoup de grands travaux de raccordement à effectuer jusqu'à votre robinet. En 1988, le puits de la Doline Marron avait été refermé. Dans le courant des années 2000, le groupe spéléologique d'Évance a demandé à la mairie de Saint-Paul-le-Jeune la réouverture du puits de la Doline, ce qui permettrait de poursuivre l'exploration, toujours incomplète, du réseau des Condamines. Madame le maire, Raymonde Gauthier, a donné son accord pour une réouverture. Monsieur Yves Boyer, l'entrepreneur qui avait effectué le percement de la Doline en 1984, a été de nouveau sollicité pour cette opération de réouverture. En janvier 2007, il s'est rendu sur place avec du matériel et la réouverture a pu commencer en collaboration avec les spéléos du groupe spéléologique d'Évance. 20 ans après, le puits des spéléos, notre puits, a enfin revu le jour. M. Boyer a effectué ce travail gratuitement par sympathie pour les spéléos et le souvenir qu'il en avait gardé lors du percement de 1984. Un très grand merci à lui. Depuis la mise en service du pompage des Condamines, de nombreuses évolutions ont été apportées au système. Entre autres, la station a été informatisée. Donc voici mon réseau d'eau potable schématisé sur la commune de Saint-Paul-le-Jeune. Donc on peut voir qu'au milieu, c'est le réservoir principal, c'est le réservoir de la Brousse, là où toute l'eau est stockée et là où toutes les eaux sont réunies, que ce soit l'eau des sources ou l'eau du forage. Nous avons au-dessus le réservoir du Frigolet qui est plus haut en altitude et qui permet de desservir tout le Frigolet, le hameau du Frigolet, mais aussi toutes les maisons qu'on dit du service eau de Saint-Paul-le-Jeune, ceux qui sont hautes en altitude. Donc on voit en bas que nous avons 2 pompes dans la grotte, une pompe 1 et une pompe 2, qui vont ramener de l'eau dans une première bâche de reprise, un petit réservoir. Puis après, le traitement, alors il y a un filtre à particules, plus un traitement à UV, et tout ça va au réservoir de la Brousse, le réservoir principal qui se situe au-dessus du stade, en plein milieu de Saint-Paul-le-Jeune. Donc voici le réservoir de la Brousse. Il y a beaucoup de données, c'est là où est le principal de mon boulot. C'est le réservoir le plus important de Saint-Paul-le-Jeune. C'est là où toutes les eaux se réunissent, c'est là où l'eau des sources arrive, c'est là où l'eau du forage arrive. Donc là on peut le voir en bas qu'aujourd'hui, hier plutôt, nous avons capté 87 mètres cubes d'eau du forage et 66 mètres cubes d'eau des sources. Au niveau des alertes, le jour où j'ai vraiment un souci, que ce soit au niveau d'une pompe dans le forage ou d'un niveau d'eau problématique dans un réservoir, je reçois des alertes directement sur mon portable. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont assez précises, parce que si j'ai une alerte si j'ai une pompe qui est dans la grotte ne marche plus, je recevrai une alerte sur mon portable qui définit bien le problème, qui me dira bien que le problème vient d'une pompe, soit la 1, soit la 2, et qu'il faut aller la réparer. Si par exemple mon traitement UV ne fonctionne pas non plus, ici il va se mettre en défaut, et je recevrai un message sur mon téléphone, que ce soit le week-end ou férié, je recevrai un message comme quoi le traitement UV ne fonctionne pas, et que je dois m'y rendre pour régler le problème. Le 27 août 2024, M. Boyer-Isnard, le maire de Saint-Paul-le-Jeune, nous invite à découvrir les modifications qui ont été apportées au pompage des Condamines depuis les années 80, tel que nous le connaissions.
Lorsque nous avons fait les travaux donc, de remise aux normes, en tout cas avec le petit barrage que vous avez vu tout à l'heure, donc ces travaux ont aussi fait en 2005 et ça a permis donc d'avoir des locaux plus adaptés pour le système de désinfection de l'eau. 2005. L'eau que nous avons vue dans le captage souterrain arrive ici avec une bâche de reprise et donc subit une filtration pour les particules à ce niveau-là. Et puis est envoyé dans le réseau avec une pression de 5 bars et demi. Et pour la stériliser, ou en tout cas la désinfecter, on passe par un système de filtre UV. Donc voilà, donc le filtre UV qui est ici, donc qui traite l'eau lorsqu'elle passe dans ce gros filtre UV. Et est envoyé dans le réseau qui part ici, avec toujours la pression de 5 bars. Nous descendons à présent dans le tube en acier du forage et ses 43 mètres d'échelle. Souriez, vous êtes filmé. Du coup, j'enlève la corde, là, c'est ça? Hein? J'enlève la corde? Ouais. Alors Théo, Il n'a pas une émission qu'on aime bien. Il a perdu. Non, c'était comme bienvenue alors dans ton domaine. Ouais. Oh, c'est grand ici. C'est compliqué. Ça devait faire un peu des éboulis quand ils ont percé. Car, oui. Il fallait sortir les ramener, ça aurait été du boulot quand même. À peu près 50 mètres cubes. Ouais, hop, c'est bon là. Tac. Allez, j'avance. Pas traité là. Nous y sommes. Le siphon 4. Voilà. C'est par là? Voilà. Alors là, les tubes qu'on voit là-bas, avant les pompes étaient enquillées Voilà. dedans. En fait, il n'y avait pas cette retenue avant. Donc l'eau sortait de ce gour. On voit la place de l'eau qui serpentait comme ça. Et donc en 2005, on a fait ce barrage, cette mini retenue. Et les pompes qui étaient dans ces tuyaux, on les a déplacées. On les a mises là. Donc voilà, on a laissé les fourreaux des anciennes pompes historiques. Voilà, pour que la mémoire collective le sache. Et puis donc elles ont été déplacées là. Elles sont neuves les pompes, hein. Elles sont grillées toutes les deux les premières. Et ça c'est pour vidanger. Vidanger. Quand on veut vidanger le bourg, on déplace ça. Voilà. Alors en 2001, donc on m'a expliqué un petit peu le fonctionnement de ce captage. Donc c'était extrêmement pénible pour les employés communaux puisqu'il fallait descendre une journée complète pour désensabler avec un seau l'emplacement où il y avait les deux pompes. Donc c'est pour ça que, donc, 4 ans après, on a mis en place ce mini barrage qui maintenant permet un entretien rapide et facile en enlevant la vanne qui est en aval du barrage, qui permet donc de nettoyer en affaire de quelques heures
le captage. Alors ce captage finalement se rajoute aux sources de surface que nous avons sur Saint-Paul-le-Jeune, mais c'est quand même la ressource principale sur une bonne partie de l'année. Et sans cette ressource en eau supplémentaire trouvée donc dans les années 80, la commune de Saint-Paul serait en manque d'eau chronique une bonne partie de l'année. Donc en fait, ce siphon 4, on peut le considérer comme le Graal, quoi, finalement. C'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine mené par l'équipe avec M. Chauvet pour arriver au bout du bout et se dire, au fond, c'est le lieu où on pourra capter l'eau pour Saint-Paul-le-Jeune. Ultime petite visite à notre chère vieille rivière. Séquence émotion. Mais la remontée de l'échelle nous attend. On retrouve le soleil, fin de l'expédition. Nous sommes tous là, le maire de Saint-Paul, son fils Théo, et puis nous autres, 4 anciens de l'équipe de la Grande Épopée. 40 ans se sont passés depuis la découverte de la rivière souterraine des Condamines. Depuis, nous avons tous blanchi, bien sûr. Nous sommes devenus moins vifs, mais tellement émus d'être revenus à la rivière, le siphon 4, les hauts lieux de notre aventure.